Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 novembre 2025 et notre ami, notre frère, Alex Kreiner, est avec nous. Bon retour parmi nous. Alex. Merci Nima. Heureux d'être à nouveau avec vous et chaleureuse salutations à tout le public. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Alex, permettez-moi de commencer par le cas de l'Ukraine et par ce qui se passe principalement en Europe. Les Français, nous avons le chef d'état-major en France, disent que les Français doivent se préparer à perdre leurs propres enfants. L'Allemagne se prépare également. Ils affirment que la menace russe est plus proche que jamais. Que se passe-t-il dans l'état d'esprit des Européens? Voici ce qu'a déclaré le secrétaire à la Défense du Royaume-Uni à propos de la guerre avec la Russie. Un navire espion russe, le Yantar, se trouve à la limite des eaux britanniques au nord de l'Écosse, après être entré dans les eaux élargies du Royaume-Uni au cours des dernières semaines. Ce navire est conçu pour recueillir des renseignements et cartographier nos câbles sous-marins. Nous avons déployé une frégate de la Royal Navy et des avions P-8 de la AF pour surveiller et suivre chacun de ses mouvements, au cours desquels le Yantar a dirigé des lasers sur nos pilotes. Cette action russe est extrêmement dangereuse. Et c'est la deuxième fois cette année que le Yantar entre dans les eaux britanniques. Mon message à la Russie et à Poutine est donc le suivant. Nous vous voyons, nous savons ce que vous faites, et si le Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts. En réalité, la Russie vous observe depuis plus de 4 ans en train de l'attaquer en Ukraine. Que se passe-t-il en Europe, Alex, compte tenu de la situation en Ukraine? Je pense que nous assistons à une rediffusion de l'histoire, sauf que cette fois, c'est une mauvaise rediffusion, une rediffusion ratée. Vous savez, quand on regarde la période précédant la Première Guerre mondiale, beaucoup de ce que nous voyons se produire aujourd'hui y ressemble fortement. Il y a de nombreux parallèles troublants. L'une des grandes différences, c'est que lorsqu'on analyse la manière dont la Première Guerre mondiale a été orchestrée, car elle a été délibérément conçue, on en ressort avec l'impression que les personnes qui ont fait cela, principalement à Londres, mais aussi à Paris et à Saint-Pétersbourg, étaient extrêmement intelligentes. Elles ont mené une planification et des manœuvres d'un niveau quasi génial, avec des intrigues qui ont rapproché tout le système d'un déclenchement de guerre irréversible. Nous voyons des tentatives de faire la même chose ici, sauf que ce n'est pas malin. Il semble improvisé parce que le plan A échoué depuis longtemps. Vous savez, le plan A consistait à provoquer la Russie dans un bourbier en Ukraine. L'Occident uni se rassemble. Nous partons tous en guerre contre la Russie. Nous les frappons avec des sanctions nucléaires, le plus grand ensemble de sanctions jamais imposées à un pays dans l'histoire. Et nous brisons essentiellement l'échine de la Russie. Vladimir Poutine tombe et nous prenons le contrôle. Nous installons Alexei Navalny ou une nouvelle version de Boris Eltsine, et la Russie devient la nôtre. Ensuite, nous préparons toute l'opération pour aller contre la Chine et l'Iran. Ce plan a échoué presque immédiatement. Ce que nous avons maintenant, c'est qu'ils s'accrochent à des chimères. Ils cherchent désespérément à intensifier la guerre, essayant de rassembler un front uni de l'OTAN et de l'Occident, combiné contre la Russie. Ils cherchent n'importe quel prétexte, n'importe quelle excuse. Oh, des navires russes dans les eaux internationales pointent des lasers sur nos avions. Eh bien, évidemment, nous devons aller en guerre. Évidemment, vous allez devoir sacrifier vos enfants. Évidemment, nous devons traverser une nouvelle destruction complète et totale du continent européen, avec des dizaines de millions de victimes.
Nous ne pouvons pas tolérer que des Russes pointent des lasers sur nos avions. C'est un scandale que nous ne pourrons jamais accepter. C'est très stupide. Cela ne convainc personne. Et je pense que les parents de jeunes hommes, ainsi que les jeunes hommes à travers l'Europe, ne sont pas convaincus. Vous savez, il faut une forte préparation psychologique à la guerre. Les gens doivent sentir que s'ils vont se battre et mourir, si les parents vont risquer de sacrifier leurs enfants, ce doit être pour une cause juste. La guerre en Ukraine, c'est une cause épuisée. Volodymyr Zelensky est jusqu'au cou dans un scandale de corruption très laid en ce moment. Il perd le soutien du public chez lui. En fait, il l'a déjà pratiquement perdu. Son armée est en train de s'effondrer à mesure que nous parlons. Les désertions sont plusieurs fois plus nombreuses que l'année dernière et l'année d'avant. Les soldats se rendent en masse parce qu'ils ne veulent pas se battre pour un régime corrompu et fasciste, principalement axé sur l'enrichissement grâce à la guerre, tandis qu'on leur demande de tenir les tranchées dans la boue et de mourir pour une cause qu'ils ne comprennent même pas. Ainsi, alors que les puissances occidentales, je parle principalement de Londres, Paris et Berlin, voient leurs projets favoris partir en fumée, elles essayent désespérément de trouver un moyen de les maintenir en vie, même au prix du sacrifice de leur propre population, de jeunes Britanniques, de jeunes Français, de jeunes Allemands, de jeunes Polonais. Quiconque, elles peuvent d'une manière ou d'une autre manœuvrer pour perpétuer le combat. Et c'est pathétique et ridicule, mais nous ne devons pas les sous-estimer, car tout au long de l'histoire, une petite poignée d'hommes a été capable de définir le destin de peuples entiers, de pays et même de continents. Vous savez, à la veille de la Première Guerre mondiale en 1914, les mouvements pacifistes ont littéralement explosé à travers l'Europe, surtout dans les pays qui se dirigeaient vers la guerre. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Russie également. Les gens sentaient la guerre approcher et soutenaient des candidats pacifistes. Mais ces candidats ont ensuite été compromis, privés de leurs droits ou même éliminés par assassinat afin de lever tous les obstacles à la guerre. Et ils pourraient bien refaire la même chose aujourd'hui. Vous savez, nous avons vu cela en Allemagne. L'AfD est une faction pacifiste qui gagne rapidement en puissance. Et il y a seulement quelques mois, nous avons vu 7 de leurs candidats de Rhénanie du Nord-Westphalie tomber morts en l'espace de 2 semaines. Une anomalie totalement inexplicable. Et vous savez, le monde est passé à autre chose. La plupart des gens ont fait comme si rien ne s'était vraiment passé. Mais c'est très dangereux, car nous avons une poignée de va-t-en-guerre très fanatiques et dévoués au pouvoir, qui travaillent d'arrache-pied pour trouver un moyen d'intensifier la guerre contre la Russie. Nous ne sommes donc pas sortis de danger. Mais je dois dire que nous avons beaucoup de chance qu'en Russie, il y ait une direction très responsable et adulte. Et je veux, vous savez, réaffirmer mes propos précédents sur l'administration Trump, qu'ils sont pleinement engagés et coopèrent avec les Russes pour empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Alex, tu as mentionné quelque chose à propos du mouvement anti-guerre en Occident. Le résultat de ce qui s'est passé en Ukraine et au Moyen-Orient crée d'une certaine manière un terrain d'entente. Il ne s'agit pas des progressistes, ni de la gauche. Il s'agit de personnes de tous bords. Des gens de droite, même de ce qu'on appelle l'extrême droite, partagent actuellement un terrain commun avec ceux de gauche. Penses-tu que ce mouvement va se renforcer avec le temps? Je pense qu'ils le feront. Ce que je ne sais pas, c'est s'ils seront capables d'imposer leur influence décisive sur la politique.
Mais j'ai tendance à être prudemment optimiste. Toi et moi en avons souvent parlé. L'administration Trump, malgré toute la folie chaotique de sa rhétorique, de ses feintes, et tu sais, des distractions, des diversions et de tout ce que nous voyons venir de là-bas. Les éléments que j'observe suggèrent fortement qu'il travaille sincèrement pour la paix. Il y a beaucoup de raisons de contester cela, si l'on parle de l'Ukraine, d'Israël et de l'Iran, du Yémen, du Venezuela, de ce genre d'endroits. Parce que Trump crée presque délibérément une sorte de préparation robuste à la guerre, en même temps qu'il négocie avec ses homologues. Et puis, plus tard, on se rend compte qu'il ne semble jamais avoir eu l'intention de faire la guerre. Mais il y a un endroit qui n'est sur le radar de personne, un nom inconnu du grand public, où Trump ne reçoit aucun crédit, et c'est la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine se trouve au cœur des Balkans. Sa capitale est Sarajevo, et les gens se souviendront du Sarajevo de 1914. C'est là que la Première Guerre mondiale a éclaté, il y a plus de 110 ans. Et c'est là que les Britanniques fomentent la guerre depuis des années. C'était évident pour tout le monde sur place. Les gens disaient ouvertement, « Ce sont les Britanniques, ils nous poussent à la guerre. » Ils provoquent toutes ces escalades. Les Britanniques eux-mêmes, leur groupe de réflexion, comme le RUSI, le Royal United Services Institute, écrivaient ouvertement que les Balkans constituaient le deuxième front de la guerre de l'Occident contre la Russie. Et pourquoi? Parce que les Balkans sont une poudrière. Vous savez, il y a là-bas de nombreux peuples différents. La Bosnie-Herzégovine elle-même est comme une amalgamation de Croates, qui sont catholiques, de Bosniaques, qui sont musulmans, et de Serbes, qui sont chrétiens orthodoxes orientaux. Il est donc relativement facile de monter ces trois peuples, les uns contre les autres, en organisant des provocations. Et c'est ce qui se passait. Nous avons vu, au cours des 2 ou 3 dernières années, les provocations s'intensifier. Les musulmans contre les Croates contre les musulmans, les Croates contre les Serbes, les musulmans contre... Les tensions montaient. Il semblait que sombrer dans la guerre était presque inévitable. Et tout cela a changé pratiquement dès le jour où Donald Trump est entré à la Maison-Blanche. Je recevais des nouvelles de gens, de simples rumeurs, des impressions, et il semblait que la situation se calmait. Ces provocations s'éteignaient. Elles ne se produisaient plus. Et tout cela a commencé avec l'arrivée de Trump au pouvoir. J'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est assez significatif. Ce n'est pas un détail. Fin octobre, il y a environ 3 semaines, j'ai rencontré l'un des ministres du gouvernement serbe en Bosnie. Je lui ai posé la question directement, en face à face. Vous savez, un témoignage de première main. Je lui ai demandé, les choses ont-elles changé depuis que Trump est arrivé au pouvoir? Et il a répondu sans hésiter, oh oui, de façon spectaculaire. La situation est comme le jour et la nuit, tout va mieux. Il a même mentionné une concession sur le lithium qu'il négociait avec les Britanniques. Il a dit que les Britanniques étaient très rigides, très agressifs, inflexibles dans leurs exigences. Maintenant, nous traitons avec les Américains, a-t-il ajouté, et ils sont bien plus raisonnables, bien plus conciliants. Qu'est-ce que cela nous apprend, Nima? Cela nous montre que tout d'abord, l'administration Trump devait être consciente du problème. Ils devaient forcément comprendre quels étaient les objectifs des Britanniques. Et ils ont dû arriver en disant, vous dégagez, nous prenons le contrôle et il n'y aura pas de guerre. Souvenez-vous qu'en août de cette année, juste après le sommet d'Alaska, Kirill Dmitriev, très proche de Poutine, a publié un message très ferme affirmant que Vladimir Poutine et Donald Trump empêcheront le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Et il n'a pas dit « devrait l'empêcher »,« pourrait l'empêcher » ou « risquerait de l'empêcher ». Il a dit « l'empêcheront ».
Et maintenant, nous découvrons qu'ils négociaient en secret depuis le début. Et pour la première fois, nous entendons des voix en Russie dire « Nous sommes optimistes à ce sujet, car il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Nous travaillons à une toute nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe. » Ce qui signifie que 2 siècles de géopolitique britannique, ce qu'ils appellent l'équilibre des puissances, en gros, diviser pour régner, opposer la force à la force, et dès qu'un camp devient plus fort que l'autre, ils orchestrent en quelque sorte une guerre pour, disons, tondre la pelouse sur le continent, pourrait toucher à leur fin. Nous pourrions voir advenir un avenir de paix. Encore une fois, je ne pense pas que nous soyons sortis d'affaire, mais ce n'est pas un hasard. Vous savez, la désescalade des tensions en Bosnie a été faite délibérément et en pleine connaissance de la situation. Et ce n'était pas pour des raisons politiques, parce que, vous savez, si l'on parle d'Israël, c'est plus difficile à analyser. Il y a un puissant lobby israélien aux États-Unis et il y a les évangéliques chrétiens. Donc très éthique. Donc tout est très politique. Quoi que vous fassiez, vous cherchez à apaiser un certain électorat chez vous. La situation en Ukraine est également très délicate, car elle implique tous les alliés traditionnels de l'Amérique. Donc tout ce qu'ils font doit, encore une fois, soit détourner, soit apaiser, soit tromper une partie de l'équation. En Bosnie, ce n'était pas le cas. Personne ne s'en soucie. Personne ne le voit. Ce n'est sur le radar de personne. Personne ne parle de la Bosnie. Et l'administration Trump n'a aucun public à satisfaire. Ils y sont simplement allés et ont fait la paix, ou, disons, ont désamorcé les tensions de guerre pour le moment, parce que c'était la bonne chose à faire. Et je pense que c'est très significatif. Ils méritent du crédit pour cela. Cela me montre qu'ils comprennent la nature du problème et qu'ils font le travail nécessaire pour empêcher la guerre d'éclater. Encore une fois, vous savez, une guerre totale sur le continent européen serait probablement pire que la Première et la Seconde Guerre mondiale réunies. Alex, tu as mentionné l'administration Trump. Je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai le sentiment que si Marco Rubio avait été vice-président, ils auraient peut-être assassiné Donald Trump. Tu sais, je pense que tu as raison, Nima. Mais je le soupçonne seulement. Je ne le sais pas forcément. Marco Rubio est là grâce aux donateurs de Trump. Je ne sais pas quelles sont les relations exactes, mais je me souviens d'une réunion à la Maison-Blanche. Peut-être que c'était avec Zelensky, peut-être avec Keir Starmer ou quelqu'un d'autre. Et Rubio était présent. Tu sais, Trump a transmis un message à Rubio ou quelque chose comme ça, et il a dit « Nous allons être très prudents à ton sujet. Nous te surveillons de près. » Trump disait à Rubio « Nous te surveillons de très près. » Donc tu vois, peut-être que Rubio a une certaine marge de manœuvre. Peut-être qu'il est tenu en laisse. Peut-être qu'il sert un but précis. Et peut-être que s'il était vice-président, s'il était le vice-président, alors peut-être que tu as raison. Peut-être que quelqu'un ferait l'effort d'assassiner Donald Trump. Mais pour l'instant, avec J.D. Vance comme vice-président, il faudrait les assassiner tous les deux. Je ne sais pas. Mais oui, c'est sûr, il y a une sorte de guerre civile rampante aux États-Unis et au sein de l'administration. Et je pense que c'est normal, parce que les personnes qui ont le plus profité de l'ordre mondial d'après la Seconde Guerre mondiale sont aujourd'hui parmi les plus puissantes du monde. Et bien sûr, elles conservent encore une influence politique très considérable. Elles seront partout. Ils seront au sein du département du Trésor, du département de la Justice, du FBI, du Pentagone, à Wall Street, et ainsi de suite, dans le complexe militaro-industriel. Ce n'est donc pas un ennemi facile à affronter. Et bien sûr, ils sont proches de la Maison-Blanche.
Marco Rubio en fait probablement partie. Il est possible qu'il n'en fasse pas partie, qu'il fasse semblant d'en être comme un policier infiltré. Mais j'en doute. Marco Rubio semble être du mauvais côté de l'équation depuis très très longtemps. Donc je m'attends à ce qu'il y soit encore. Je considère Marco Rubio comme un inconnu sans le soutien qu'il reçoit du lobby. Qui est Marco Rubio, Alex? Ils ont tellement essayé de faire de Marco Rubio le vice-président des États-Unis. Et tu sais qui était contre ça? Tucker Carlson et des gens comme lui. Ils ont dit non, Marco Rubio ne peut pas être le vice-président des États-Unis. Cela placerait Donald Trump dans une position très dangereuse. Tu sais, regarde X. Regarde ce qui s'y passe. Regarde la façon dont les sionistes se comportent. Ils disent que J.D. Vance est lié à Tucker Carlson. Ils affirment que le fils de Tucker Carlson travaille avec J.D. Vance. Ces gens sont tellement connectés. Tu sais, quand on parle du soutien de l'IPAC à J.D. Vance, ou d'une forme d'aide, Charlie Kirk faisait la même chose. Ces gens s'entraident. Mais au fond, à mon avis, ils sont indépendants. Ils ont leur propre façon de penser. Et quand vient le moment de décider, ils ont peur de ce moment d'ailleurs. Oui, oui. Il me semble qu'ils sont sur la défensive. On dirait que les murs se referment un peu autour d'eux. Je ne sais pas quel rôle jouent les dossiers Epstein dans toute cette affaire, mais j'ai toujours soupçonné que ces dossiers étaient probablement utilisés comme levier contre les ennemis politiques de l'administration. C'est le cas depuis quelque temps, depuis que Trump a refusé de les rendre publics. Ils ont en quelque sorte été utilisés contre lui, enfin, dans le sens où les insinuations sur son implication avec Jeffrey Epstein ont envahi les réseaux sociaux. C'est presque devenu une petite industrie. Diffuser des photos de Trump avec Epstein ou de Trump avec une jeune femme ou une fille. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je veux dire, le DNC a essayé de détruire Trump pendant 8 ans. Et ils ont tout tenté. Ils avaient les dossiers Epstein en leur possession. S'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils pouvaient utiliser contre lui, je ne vois pas pourquoi ils ne s'en seraient pas servis pour le détruire. Je veux dire, être accusé de collaborer avec un trafiquant d'enfants connu et d'être compromis de cette manière. Cela aurait été si facile de détruire Donald Trump. Et puis il y a aussi Julian Assange, de Wikileaks, qui a dit qu'il n'y avait rien qui incrimine Trump dans les fichiers de Wikileaks ou d'Epstein. Et Julian Assange est très crédible. Je ne pense pas qu'il ait fait une déclaration erronée d'après ce qu'il possède. Donc je doute fortement qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans. Mais vous savez, il se passe évidemment quelque chose sous la surface, en coulisses, quelque chose de, je pense, tectonique. Et je crois que tous les mondialistes au sein de l'administration sont sur la défensive, tandis que les souverainistes, Trump, Vance, je ne sais pas qui d'autre, Witkoff, sont à l'offensive. Ce qui m'a beaucoup troublé ces dernières semaines, c'est la question du Venezuela et celle de la base aérienne de Bagram. Car c'est la première fois que je me suis dit que je m'étais peut-être trompé, que Trump était peut-être une opposition contrôlée. Mais on n'a plus rien entendu à propos de la base aérienne de Bagram. Il a simplement fait quelques déclarations après sa rencontre avec le roi Charles en Angleterre, lorsqu'il était à Londres, puis plus rien. Et puis avec le Venezuela, je ne sais toujours pas ce qui va s'y passer, mais je me souviens des hostilités avec l'Iran. Pendant des semaines, il faisait venir des bombardiers B-2 et des troupes à Diego Garcia. Tous ces moyens donnant l'impression qu'il se préparait complètement à une grande guerre de changement de régime contre l'Iran. Et puis rien. Nous avons eu une fausse guerre. Certains disent « Oh non, non, ce n'était pas une fausse guerre ». Il est allé en guerre contre l'Iran.
Non, il ne l'a pas fait. Une guerre, c'est la Libye, c'est la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak. Ce sont de vraies guerres. Souvenez-vous de Fallujah, de ce que c'était en Syrie, de ce que c'était en Libye. C'était des semaines et des semaines de centaines de sorties, de milliers de tonnes de bombes larguées. Là, c'était juste un jour, quelques actions. C'était une guerre factice. J'espère donc encore que la situation au Venezuela se résoudra de manière similaire, car nous avons découvert il y a quelques jours que pendant toute cette escalade et cette rhétorique, ils avaient ouvert des négociations avec le régime de Maduro. Et je n'ai pas eu de nouvelles de Machado depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a un peu disparu des radars médiatiques. Nous verrons bien. Mais en général, à en juger par les déclarations venant de Russie, il me semble que quelque chose de réel est en train de se produire, que le système mondial est en train de changer, passant de ces guerres permanentes et sans fin à quelque chose de différent, une nouvelle architecture de sécurité qui, espérons-le, nous apportera une paix durable. Alex, dans la structure que tu as mentionnée, l'OCS est-elle bien en avance sur les BRICS? Que voulez-vous dire par bien en avance sur les BRICS? En matière de sécurité, il me semble qu'ils ont une meilleure compréhension d'un monde multipolaire, de la coopération, de la sécurité et de ce qui est important. Car au sein des BRICS, les discussions sont beaucoup plus larges que ce qui se passe dans l'OCS. L'OCS est beaucoup plus ciblé. Oui, je pense que tu as raison à ce sujet. Mais je pense que c'est compréhensible, parce que tu sais, l'OCS est au fond une organisation de sécurité. Et tu vois, son axe repose essentiellement sur la Russie et la Chine, des régimes autoritaires, disons-le ainsi, des régimes moins sujets au changement de pouvoir. On ne peut pas simplement arriver, commencer à financer une opposition, la faire avancer, puis qu'elle prenne le pouvoir et renie les obligations et accords de l'OCS. Alors qu'avec les BRICS, il y a beaucoup de pays qui ont encore ces démocraties très imparfaites, très creuses, où un jour tu peux avoir Jair Bolsonaro au pouvoir et le lendemain, un revirement total. C'est l'antithèse, vous savez, Lula da Silva. Et beaucoup d'entre eux ont fait partie de ce système commercial mondial centré sur le dollar. Nombre de ces pays ont d'importants soldes commerciaux inscrits dans les registres de la Réserve fédérale en dollars américains. Donc s'ils se détournent trop brusquement de ce qu'on appelle l'ordre mondial fondé sur des règles, ils pourraient être sanctionnés. Leurs avoirs pourraient être gelés et ils risqueraient de finir comme le Venezuela ou Cuba, sanctionnés, bloqués, sous embargo, où l'économie commence à s'effondrer et où ils deviennent vulnérables à un changement de régime, à un coup d'État. Et puis, pour une raison ou une autre, tous ces pays ont une peur bleue du FMI. Je ne peux pas dire que je comprenne vraiment pourquoi, mais chaque fois que le FMI arrive dans un pays, les dirigeants politiques se plient en quatre et font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas contrarier le FMI. Je pense que tout cela prendra du temps à changer, à réduire le pouvoir du FMI, à surmonter la peur des sanctions économiques et des embargos commerciaux, ainsi que celle de perdre l'accès à leurs avoirs dans les systèmes bancaires occidentaux. Cela prendra du temps, et c'est, je pense, la raison pour laquelle les BRICS sont beaucoup plus faciles à désunir. Il est bien plus simple d'éloigner des pays des BRICS, comme l'Argentine, comme on l'a vu lorsque Milei est arrivé au pouvoir, alors que l'OCS, elle a pour axe Moscou-Pékin. C'est une organisation de sécurité entièrement située sur le continent eurasien. Elle n'est pas dispersée à travers le monde. Et elle n'a aucune vulnérabilité vis-à-vis du FMI.
Il ne se soucie pas des fonds de la Réserve fédérale, des dollars américains ou des sanctions commerciales. C'est une organisation purement axée sur la sécurité, et elle est certainement plus forte et plus robuste. Alex, l'Ukraine d'aujourd'hui, à mon avis, est un terrain d'essai pour le complexe militaro-industriel. Et tous les pots de vin qui vont dans les poches de ces dirigeants en Europe, principalement en Europe, ils ne veulent pas perdre cela. D'un autre côté, la situation politique en Europe n'est pas assez stable pour maintenir ce système, et ils ne savent pas comment y faire face. Mais après tout, quand tu regardes l'Europe aujourd'hui, penses-tu qu'il existe un mouvement alternatif en Europe qui pourrait remplacer l'actuel? Oh, absolument. Oh, absolument, Nima. Et ces mouvements sont assez forts en termes de soutien populaire. Mais, vous savez, les personnes au pouvoir ont tout fait pour s'assurer que ces gens n'accèdent jamais au pouvoir, qu'ils ne puissent jamais prendre le contrôle de la politique économique ou de la politique étrangère du pays en particulier. Et puis, vous savez, les élites mondialistes contrôlent les médias, donc il leur est relativement facile de détruire toute opposition, de susciter l'hystérie à propos de la Russie. Aujourd'hui, en Allemagne, par exemple, toute personne qui souhaite plaider pour un changement de politique est immédiatement qualifiée de loyaliste de Poutine, de pantin russe. Et le niveau d'hystérie qui a été créé autour de la Russie est tel que c'est presque un suicide politique. Je pense donc que bien que ces forces soient très puissantes en termes de soutien politique, elles restent très faciles à faire taire, à écarter, à marginaliser face à l'opinion publique. Et je pense que cela aussi nécessitera une certaine forme de transformation politique en Europe. Nous pourrions obtenir cela maintenant avec ce que les Américains et les Russes discutent comme nouvelle proposition de paix. Ils ont déjà déclaré que cet accord de paix en discussion entre les Américains et les Russes inclut une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe. Et si les Américains sont d'accord avec cela, alors les Européens n'auront d'autre choix que de se soumettre et de l'accepter. Je pense que les pays qui ne se soumettent pas et ne l'acceptent pas, pour le moment, cela pourrait être la Pologne, l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne, presque certainement la France et la Grande-Bretagne, seront marginalisés. Ensuite, des pays comme l'Italie, la Hongrie, la Serbie, la République tchèque et la Slovaquie gagneront en puissance politique. Ils pourront tracer une nouvelle voie à suivre. Et je pense qu'en fin de compte, cela mènera à une désintégration de l'Union européenne et à une désintégration de l'OTAN. As-tu vu comment Kaja Kallas réagissait? Je ne sais pas si tu as lu l'article qu'elle a écrit. Peut-être que c'était dans le Wall Street Journal ou le Washington Post. Je ne me souviens plus lequel. Mais elle expliquait que le pouvoir est totalement concentré entre les mains d'Ursula von der Leyen. Ce sont les deux principales figures en Europe, et elles s'affrontent. Si les États-Unis décidaient demain de quitter l'Europe, qui rassemblerait tous ces gens? Est-ce même possible? Ou bien vont-ils simplement se désintégrer, avec des divisions qui apparaîtraient au sein de l'Union européenne? Ma prédiction, Nima, serait qu'ils vont commencer à se battre entre eux. Et on le voit déjà. Par exemple, le chancelier allemand Friedrich Merz et Ursula von der Leyen étaient autrefois amis et alliés politiques. Maintenant, ils se disputent à propos d'argent, tu sais, parce qu'il y a un vide de leadership. Avant, quand les Américains disaient « Voilà comment nous allons faire », tout le monde répondait « Oui, monsieur, c'est comme ça que nous allons faire ».
Ce leadership a disparu. Alors maintenant, Friedrich Merz et d'autres prévoient de dépenser des centaines de milliards d'euros dans le complexe militaro-industriel, dans les systèmes d'armes, dans le renforcement des armées pour la guerre contre la Russie, et ainsi de suite. Et maintenant, Merz veut dépenser ces centaines de milliards d'euros. Il veut avoir le contrôle sur les budgets. Ursula von der Leyen dit non, cela devrait relever de l'UME. C'est moi qui devrais être responsable de la dépense de tous ces milliards. En plus, elle affirme qu'elle a vraiment aimé la façon dont ça s'est passé pour elle pendant la pandémie, lorsqu'elle a acheté des vaccins à Pfizer. C'était vraiment génial. Alors maintenant, elle veut faire la même chose avec les budgets militaires. Du coup, ils se disputent, ils se détestent, et ils font des déclarations l'un contre l'autre. Je pense que ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Mais je pense qu'en fin de compte, la plupart des puissances européennes devront se soumettre au pouvoir de la Russie et à celui des États-Unis. Et si les États-Unis et la Russie sont sur la même longueur d'onde, alors les Européens n'auront pas le choix. Ils devront simplement se mettre au pas. Je pense que cela se produira par une transformation démocratique. Vous savez, Emmanuel Macron en France va tomber. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Friedrich Merz va tomber en Allemagne. Je ne sais pas pour la Grande-Bretagne. Vous savez, c'est un bourbier. Je ne sais pas comment la Grande-Bretagne pourra se transformer. Pas d'issue pour la Grande-Bretagne. Oui, mais au moins, tu sais, sur le continent européen, peut-être que tous les pièges de guerre seront désamorcés, comme en Bosnie-Herzégovine. J'espère vraiment que cela arrivera, et que nous verrons émerger un avenir vraiment différent. Et puis tu sais, nous verrons ce qu'il adviendra de la Grande-Bretagne, mais peut-être qu'elle subira une pression internationale pour se réformer. Parce que tu sais, il y a de très nombreux pays qui ont des griefs contre le Royaume-Uni depuis des siècles. Et peut-être que ces griefs, vous savez, les Russes ont littéralement des centaines de dossiers d'enquête que le KGB a constitués dans les années 1990, lesquels ont ensuite été bloqués à cause des lois Magnitsky qui ont été imposées. Cela a en quelque sorte paralysé le fonctionnement du droit international et la coopération judiciaire entre les nations. Je pense qu'il faudra peut-être forcer l'ouverture de ces dossiers. Et si ces dossiers sont exploités, si des témoins sont entendus, si des enquêteurs et des avocats sont engagés dans des endroits comme Londres, New York, Zurich et Chypre, et ainsi de suite, je pense qu'en fin de compte, le pillage et le saccage qui ont eu lieu dans les années 1990 seront retracés jusqu'à des personnes physiques réelles, jusqu'à des familles qui en ont profité. Et je pense qu'il s'avérera que ce sont exactement les mêmes familles qui étaient, vous savez, en fin de compte, derrière la guerre en Ukraine, ainsi que derrière les 2 premières guerres mondiales. Et nous voyons maintenant même certaines déclarations de, eh bien, c'était en fait Kirill Dmitriev, encore une fois, il y a quelques jours, qui disait que la Grande-Bretagne est désormais le principal instigateur de guerre. Les mêmes qui étaient derrière la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que tout cela commence lentement à remonter à la surface. Et si nous lisons l'histoire attentivement, les États-Unis font également partie de ces pays qui ont un important contentieux avec le Royaume-Uni. Tu sais ce qui m'étonne le plus en regardant la Russie et l'Iran aujourd'hui, et la manière dont l'establishment du Royaume-Uni les perçoit. Ils détestent les deux. Ils détestent l'Iran et la Russie et leur peuple. Ce qui m'étonne, c'est que les gens dans ces pays comprennent parfaitement que la ligne de front n'est pas les États-Unis. La ligne de front, c'est le gouvernement britannique. Tu sais, c'est une longue histoire, mais ils dirigent le jeu sans être sur la ligne de front.
Oui. Et comment vois-tu l'administration Trump, ou celles qui viendront après, comprendre ce qui se passe? Parce qu'en ce moment, en regardant la manière dont la Grande-Bretagne se rapproche de la Chine, ce sera la même chose. Mais les États-Unis peuvent-ils gérer ce type de conflit directement avec la Chine, comme ils le font actuellement avec l'Iran et la Russie? J'en doute. Je doute vraiment, vraiment que les États-Unis aillent dans cette direction pour affronter la Chine. No, I agree. I agree, Nima. Non, I think that je this suis system d'accord. has reached Je suis d'accord, its Nima. expiration date. Je pense que ce système a atteint sa date d'expiration. Nous assistons à l'agonie de ce système. Bien sûr, malheureusement, ils n'hésiteront pas à infliger n'importe quel niveau de dégâts au monde entier pour se sauver eux-mêmes. Mais je pense que la prise de conscience de ce à quoi nous avons affaire augmente partout dans le monde. Ce n'est pas seulement la Russie et la Chine. Évidemment, il y a une faction de la classe politique aux États-Unis qui est consciente du problème et de qui en est le responsable. Je pense que la même prise de conscience existe en Europe, même dans certains cercles relativement puissants. Ils n'ont simplement pas les mains sur les leviers du pouvoir dans le système. Mais je pense que la tendance s'est inversée et qu'il n'y a aucune chance qu'ils puissent l'emporter contre la Chine. Le Quad ne changera rien à cela. Il ne deviendra même pas une réalité. L'AUKUS ne deviendra pas une réalité non plus. L'élargissement de l'OTAN à l'Asie de l'Est n'aura pas lieu non plus. Et si cela arrivait, ce ne serait qu'un tigre de papier. Vous savez, c'est juste pour la façade. L'OTAN n'arrive même pas à s'imposer dans son propre arrière-cour. C'est vraiment une force épuisée. Donc je pense que la seule chose qui leur reste, c'est l'intrigue, l'espionnage, la pénétration des systèmes politiques d'autres pays par des espions, des ONG, des relations publiques et des actions éducatives, puis espérer bricoler une sorte de stratagème qui leur permette d'exercer une influence décisive. Mais vous savez, au cours des 70 ou 80 dernières années, enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, toute cette équation reposait sur le fait que les États-Unis soient le partenaire qui porte toujours la menace de la force brute. Donc, si toutes ces intrigues politiques, cette diplomatie secrète et cet espionnage ne donnent pas de résultats, alors les groupes aéronavals arrivent et commencent à bombarder l'endroit. Eh bien, s'il n'y a plus de force brute, je ne pense pas que cette équation fonctionne encore. Je pense que toute cette puissance impériale est en train de mourir lentement, peut-être même rapidement à présent, parce que je pense que le retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021, et j'en ai parlé à l'époque, a probablement été la blessure mortelle de l'Empire. Je pense que la défaite en Ukraine va probablement en marquer la fin. Alex, en regardant le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest et la compétition qui s'y déroule, compare cela à ce qui se passe en Amérique latine. Tu sais, les mêmes personnes qui soutenaient que si nous intervenions en Irak et en Afghanistan pour renverser les régimes en place, le suivant serait l'Iran. Et maintenant, le même concept refait surface en Amérique latine. Allons après le Venezuela, puis la Colombie, Cuba, et peut-être que tout le visage de l'Amérique latine changera, et nous en serons les gagnants. Tu vois, le genre de chaos que nous créons. Mais la même stratégie a échoué en Asie de l'Ouest. Comment ces gens peuvent-ils imaginer qu'ils obtiendraient un résultat différent? Pour ceux qui argumentent, vous savez, vous parlez de l'administration Trump, mais nous savons que le système, l'administration, subit beaucoup de pression venant de différentes directions. Ce n'est pas simplement une politique solide qu'ils présentent en disant « Voilà, nous n'allons pas la changer ». Après tout, quand on regarde la situation globale en Amérique latine, je ne vois pas cette orientation profiter aux États-Unis à long terme.
D'accord, oui. Mais vous savez, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège qui consiste à considérer les États-Unis comme un bloc homogène. Dire par exemple, « Oh, est-ce que cela profite aux États-Unis ou non ?» Prendre le contrôle du Venezuela profiterait certainement à Wall Street et au cartel bancaire mondial, c'est sûr. Et ce sont toujours eux, la force motrice ultime derrière les guerres. Cela ne profiterait pas davantage aux États-Unis que l'hégémonie au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Europe ou dans d'autres régions d'Afrique et d'Amérique du Sud n'a profité aux États-Unis dans l'ordre mondial d'après-guerre. Ils ont déjà été l'hégémon dans la plupart des régions du monde. Ainsi, il est probable que l'effet de la prise de contrôle du Venezuela serait le même que ce que nous avons déjà observé au cours des 7 dernières décennies. Cela profiterait principalement à Wall Street, aux grandes compagnies pétrolières et minières, aux complexes militaro-industriels et peut-être à quelques autres groupes d'intérêt. Mais cela ne profiterait pas aux États-Unis. Cela ne profiterait pas au peuple américain. Cela ne créerait pas d'emplois aux États-Unis. L'essence ne deviendrait pas gratuite dans les stations-service pour les Américains. Tout resterait inchangé. On récompenserait simplement davantage les instigateurs traditionnels de la guerre. Donc c'est, pourquoi je vois ce qui se passe au Venezuela et c'est convaincant. Mais j'ai déjà mentionné que Trump, pendant la période de campagne en 2023-2024, a été catégorique sur le fait qu'il avait l'intention d'attaquer et de priver de leurs privilèges les élites financières mondiales. C'est une chose très étrange à dire. Ce n'est pas le genre habituel de discours de campagne, pas parce qu'on peut faire campagne pour ou contre l'avortement, la prière à l'école, l'immigration, des questions antidémocratiques, anti-DNC. Les gens en avaient assez de Biden, de Clinton, du DNC et d'Obama. Personne ne parlait des élites bancaires. Personne ne te demandait de parler de Wall Street ou de la City de Londres. Donc si Trump mentionne cela, s'il appelle à mettre fin à leur domination, cela me dit que lui et les gens autour de lui ont réfléchi à la question, qu'ils comprennent le problème et qu'ils ont l'intention de s'y attaquer. S'il devait changer le régime du Venezuela, il utiliserait l'argent des contribuables américains et mettrait en danger la vie des marines, des pilotes et des soldats américains. Ce serait un énorme risque politique, car ça pourrait mal tourner. Ils se sont fait botter les fesses par les talibans en Afghanistan il y a quelques années, non? Il y a donc toujours un risque que tout tourne mal. Donc, aller jusqu'au bout de cela, au détriment du système dans son ensemble, du pays tout entier, au profit de Wall Street et du complexe militaro-industriel, cela n'a aucun sens pour moi. Cela me dit qu'il a soit perdu la tête, soit qu'il fait partie d'une opposition contrôlée, soit qu'il simule toute l'affaire comme il l'a fait avec la Corée du Nord en 2017 et comme il l'a fait avec l'Iran il y a quelques mois. Et maintenant, il refait la même chose, un grand numéro de cirque, tout en négociant en parallèle avec le régime Maduro. Il semble que c'est exactement ce qui se passe. Donc je réserve pour l'instant mon jugement sur le Venezuela. Et ensuite, par extension, Cuba et tous les autres pays. Mais cela me semble incohérent avec sa stratégie de base, ou du moins avec sa mission, s'il n'a pas de stratégie. Il est clair qu'il a une mission. Voyons ce qui se passera, car si Maduro reste au pouvoir, comme il l'a fait après 2019, lorsque tout ce cirque autour du Venezuela a commencé sous Trump, alors on pourra dire que tout cela était aussi faux que la guerre contre l'Iran. Pourtant, je reste optimiste quant au fait que Trump pense ce qu'il dit, qu'il n'a pas perdu la tête, qu'il n'est pas une opposition contrôlée et qu'il agit simplement de cette manière parce qu'il y est probablement contraint.
Alex, qui est Israël pour les États-Unis aujourd'hui? Quand tu vois Ben Salman aller aux États-Unis et donner, tu sais, les investissements qu'ils y font sont incroyables, à mon avis. Mais tout ce qui concerne Israël, c'est juste donner, donner, donner. Rien ne revient d'Israël. Est-ce que c'est ça, le projet? Ce projet britannique est-il sur le point d'échouer, selon toi? I believe so. I think there's no question about it. Oui, je le crois. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je le dis depuis des années. Si j'étais sioniste, je ne ferais pas du tout confiance à Trump. Et je pense que cela devient assez évident. Ils ne peuvent évidemment pas traiter Israël de manière ouvertement hostile à cause de la classe des donateurs, des sionistes juifs, des évangéliques chrétiens, qui sont tous des composantes très puissantes et extrêmement passionnées du spectre politique américain. Mais quand on regarde ce qui se passe, on se rend compte qu'Israël se trouve dans une position de plus en plus mauvaise. Ce n'est pas Trump qui reçoit des ordres de Netanyahou, c'est l'inverse. Trump isn't taking orders from Netanyahu, it's the other way around. I think it's kind of significant that when Trump Je pense que c'est assez significatif que lorsque Trump a conclu la paix avec les Yéménites, ce soit encore une chose passée inaperçue et dont on n'a pas parlé. L'accord disait en gros, d'accord, ne frappez plus nos navires dans la région, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mais pas un mot sur le fait de ne pas frapper Israël. Ce serait une omission très très importante pour n'importe quelle administration américaine. Et puis, vous savez les gestes symboliques. J.D. Vance, qui se rend en Israël, non pas au mur des lamentations, mais à l'église du Saint-Sépulcre. Trump prononçant un discours à la Knesset, où il met en fait Netanyahou et Herzog dans l'embarras, ainsi que sa, comment déjà, la donatrice, la dame. the donor, the lady, I can't. Ouais, Adelson. Miriam Adelson. Myriam Adelson. Myriam Adelson. C'est très étrange, vous savez, très inhabituel et très différent du type de politique conciliante auquel nous nous étions habitués. Et malheureusement, comme il ne nous explique pas clairement les choses, il faut faire appel à notre imagination. Mais si l'objectif, comme pour l'Ukraine, est de transformer complètement l'architecture de sécurité de la région, alors je pense qu'Israël doit soit disparaître, soit traverser une grande transition démocratique. Et en ce sens, je ne pense plus que la solution à deux États soit réaliste. Je pense qu'il faudra une solution à un seul État. Et qui sait, peut-être qu'il ne s'appellera plus Israël. Peut-être qu'il s'appellera Palestine. Et peut-être que Juifs, chrétiens et musulmans vivront enfin en paix. Exactement. Merci beaucoup, Alex Kreiner, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Grand plaisir de te rejoindre, Nima. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi.